est candidat à l'Association des chamans de l'État. Il a également suivi un entraînement non conventionnel dans les montagnes. Après avoir étudié le dossier de Von Erasil, la jeune fille blonde donne la tablette au duc Bright et lui demande si le sorcier a dit quelque chose de la part des bandits. L'homme prend la tablette avec les dossiers de tous les cadets et précise que le sorcier a un caractère bien trempé. Ce monstre a été placé dans une cellule de prison. Une femme blonde et son camarade au masque rouge sortent et voient une voiture noire devant eux. Elle demande si le criminel est assis dans cette voiture. Duke Bright prévient que le criminel est attaché, mais qu'il est très fort. La femme blonde s'apprête à regarder à l'intérieur de la voiture, elle réfléchit donc à ce point. Les portières de la voiture où se trouve le monstre semblent très solides et robustes. La femme blonde ouvre les portes de la voiture et regarde à l'intérieur. Elle est un peu surprise. Le même homme aux cheveux violets est assis à l'intérieur. Il a l'air inanimé et est retenu par des fils. Ses mains sont enfoncées dans un appareil qui pompe ou retient l'énergie magique. Il lève la tête et demande qui est la femme qui l'a regardé dans la voiture. La fille de l'escouade 5 se moque de lui et lui demande de faire une grimace plus simple. Elle se réjouit qu'il soit snobé par des candidats qui ne sont même pas chamans. Le monstre n'est pas dupe. Il pousse involontairement un cri de colère. La femme blonde se couvre les yeux pensivement et met un doigt sur sa joue. Mais elle n'a pas l'intention d'être gentille avec le monstre. Elle demande franchement et n'est pas sûre d'obtenir une réponse cohérente. Les yeux de la jeune fille s'ouvrent brusquement. Elle a des cils blancs et des yeux violets. Elle se demande où le monstre a appris à faire de la sorcellerie. Le guérisseur de la bande de bandits relève légèrement les coins de ses lèvres et sourit à la question de la blonde. Ses yeux s'écarquillent et il lui répond qu'il ne peut rien dire et qu'elle peut l'achever sur le champ. En réponse, la fille de l'escouade 5 glousse à son tour et n'est pas surprise par sa réponse. Elle savait que cela arriverait. Elle porte une veste chaude et des gants bruns. Elle lève la paume de sa main vers elle et se prépare à quelque chose. La jeune fille couvre un œil avec sa main levée. Son autre œil se met à briller d'une vive couleur violette. Elle voulait être gentille, mais c'est de sa faute. Ça ne sera pas le cas. Le monstre ne comprend pas de quoi elle parle et pense que tout cela est insensé. Il ne comprend pas ce qui se passe et est très surpris par quelque chose. Les portes de la voiture sont verrouillées. Un homme masqué de l'escouade 5 se tient près d'elle et garde l'entrée. Un cri retentit à l'intérieur. Duke Bright, son subordonné et l'homme masqué se retournent vers la porte de la voiture, d'où l'on entend des sanglots et des cris. Il continue de neiger à l'extérieur. Tout devient silencieux et au lieu de cris, on n'entend plus que des gémissements. L'une des portières de la voiture s'ouvre lentement. Une fille blonde de la 5e équipe expire de soulagement. Le type au masque rouge la regarde d'un air interrogateur. La femme passe devant lui et affirme que ce monstre n'est pas celui qu'ils veulent. Ils ont raté leur coup. Le type au masque rouge regarde la fille de l'escouade 5 avec confusion. La femme blonde ordonne à Duke Bright d'envoyer ce monstre dans une prison de haute sécurité. Et il signale les autres au commandant du quartier de la 23e escouade. La fille de la 5e escouade se retourne, souhaite bonne chance à tout le monde et s'apprête à retourner au quartier général. Les gars de la première place sont d'accord avec elle. Duke Bright et son partenaire s'occupent du gars et de la fille de la 5e escouade. Le partenaire voit la fille pour la première fois et demande à Duke Bright ce qu'il en est. Duke Bright précise qu'elle est leur chef. Ils devront lui obéir. Mais il conseille à son partenaire de ne pas la croiser dans sa vie. Le partenaire est surpris et demande pourquoi. Duke Bright répond qu'elle résout les affaires les plus sombres. Il conseille à son partenaire de ne pas s'approcher d'elle. Les hommes sous ses ordres ne peuvent rien dire de normal non plus. Le gaz est assis, bouche bée, en état de choc. Son visage est couvert de sueur. Le guérisseur de la bande de bandits est très étonné par les yeux de la fille de la 5e escouade. Ce sont les mêmes que ceux de ce type. Il se demande qui elle est. Von Erasil, aux cheveux noirs, est allongé, les yeux fermés. Il reprend conscience et tente d'ouvrir lentement les yeux. Un homme en bedaine se réveille dans un lit au drap blanc. Il a un pansement sur la joue. Il ne se rend compte de rien. Il parvient à se relever et à s'asseoir sur le lit. Il a l'air hébété. Il est mis sous perfusion. Von Erasil regarde son bras où la perfusion a été placée. Il réfléchit à quelque chose, puis se retourne et regarde autour de lui pour voir où il se trouve. Il se retourne pour essayer de sortir du lit.
La seule chose qui se trouve dans la chambre est une perfusion, un lit et une fenêtre. L'homme aux cheveux noirs saisit la jambe de l'intraveineuse et l'examine pour voir si elle peut servir de support. Sur les colonnes blanches d'un grand bâtiment est accroché un drapeau blanc et bleu portant les armoiries de l'organisation. Un homme grand et brun, avec une grande cicatrice sur la joue, marche quelque part. Il porte une veste gris foncé avec des rayures gris clair. Un homme aux cheveux bleus et aux poignets bandés se tient sur un balcon et regarde en bas. Il porte une veste jaune avec des dessins d'yeux sur la capuche. Derrière lui se tient un homme avec un bandage sur la tête et une cicatrice sur la joue. Un homme aux cheveux roux est assis sur un banc et regarde autour de lui avec mépris. Il porte une veste marron avec de la fourrure. Un grand gaillard vêtu d'un sweatshirt marron se tient à côté de lui. L'homme aux cheveux noirs et aux perles regarde par la fenêtre et se dit que tout s'est bien passé. Il y a un grand bâtiment à plusieurs étages qui ressemble à un château avec un blason blanc et bleu au centre. Une foule de personnes l'entoure. Un homme portant un t-shirt rouge et un brassard rouge couvrant un œil lève les yeux. Une femme brune, un bâton à la main, invoque un immense arbre vivant qui est imprégné d'une énergie magique bleu vif de la tête aux pieds. Elle coule en lui comme le sang dans ses veines. Sur l'un des sommets enneigés gisent d'énormes créatures mortes et pétrifiées qui ressemblent à cet arbre à l'énergie magique bleue. Un homme se tient non loin d'elle et fait quelque chose. Un ciel bleu clair illumine un petit village situé sur une pente enneigée à côté de la forêt. Un enfant aux capacités incroyables vient de naître dans la famille. Des symboles bleus sont apparus sur ses paumes et il peut utiliser la magie. 3 personnes ayant les mêmes symboles sur les mains et des yeux bleus brillants utilisent ce pouvoir magique pour des besoins différents. Et elles savent comment le contrôler. Un immense bâtiment blanc se dresse à nouveau, avec en son centre un écusson blanc et bleu. Dans la foule, un homme crie que quelqu'un se bat ici. Dante Chloé, avec un bandage sur la joue, et un homme en veste jaune, avec un symbole d'œil sur sa capuche, commencent une altercation. Dante Chloé est agressif et demande à son adversaire de répéter ce qu'il a dit. L'homme à la veste jaune provoque Dante Chloé en disant qu'il n'est rien de tout cela. Beaucoup disent qu'il a été mis à terre d'un seul coup de poing. Les 2 hommes commencent à accumuler de l'énergie magique dans leurs mains. Les symboles deviennent plus lumineux et brillent plus fort. Ils se battent, se provoquent l'un l'autre. Von Erasil regarde la foule par la fenêtre. Il est surpris et émerveillé par ce qui se passe. Alors qu'il continue à regarder par la fenêtre, le chaman aux cheveux noirs voit une bagarre à la fenêtre. Soudain, derrière lui, quelqu'un s'étonne à son tour. Von Erasil est surpris et reste stupéfait. Un homme en robe de chambre blanche et lunettes rondes s'approche de lui par derrière et lui demande s'il est réveillé. L'homme aux cheveux noirs se retourne brusquement en se tenant à la tige de l'intraveineuse. Il demande à l'inconnu qui il est. L'homme aux lunettes se présente comme celui qui l'a guéri. L'homme en robe de chambre et aux lunettes est Hassen Kater. C'est le médecin officiel de l'association, la 4e unité du siège de la Fédération nationale des chamans. L'homme aux perles remercie le médecin, mais il n'a pas besoin de se présenter. Hassen Kater sait déjà qui il est. Le docteur dit de mémoire que le gars s'appelle Von Erasil, qu'il a 18 ans et qu'il est le seul candidat à avoir reçu une formation non conventionnelle. Le garçon a réussi à capturer des criminels plus de 10 fois. Il précise que le garçon est maintenant célèbre parmi l'élite. Il n'a pas été formé à l'école des chamans, mais il chasse les magiciens noirs à lui tout seul. Hassen Kater porte de jolies pantoufles roses ornées de lapins. Il consulte le dossier du garçon et lui dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un tel héros ait un corps décrépit. Il l'informe qu'il a terminé son traitement et que Von Erasil peut maintenant utiliser le djinn. Le garçon en perles approche sa main de son visage, la regarde et veut essayer d'utiliser le djinn. Des symboles bleus lumineux apparaissent sur les 2 mains du jeune homme aux cheveux noirs, avec de l'énergie magique emmagasinée. Il est stupéfait. Il ne ressent aucune résistance dans son pouvoir, bien qu'il lui faille habituellement 1 semaine pour retrouver ce niveau. Von Erasil regarde ses mains, qui brûlent d'un bleu éclatant, et est agréablement surpris par les résultats du traitement. Seul ce médecin peut le guérir aussi rapidement. Hassen Kater explique qu'il a été assez surpris. Soit le garçon est résistant, soit il ne l'est pas du tout. Ce cas est unique. Il indique qu'il a fait de son mieux, mais lui conseille de ne pas en faire trop.
Le garçon a un examen demain. Von Erasil est d'accord. Les deux jeunes gens se retournent en entendant du bruit derrière la fenêtre. Le garçon aux cheveux noirs essaie de comprendre de quoi il s'agit. Le médecin soupire lourdement. Les carreaux de pierre sont bosselés par les coups. On peut encore y voir l'énergie magique bleue. L'un des gars attaque son adversaire et le traite de bâtard. Dante Cloa attaque le type à la veste jaune. Tous deux peuvent voir des symboles bleus sur leurs mains qui contiennent de l'énergie magique. Ils commencent à se battre sur une place près d'un bâtiment blanc. Le type aux cheveux bleus traite son adversaire d'abruti et doute qu'il s'arrête. Dante Cloa ne veut rien entendre, le bâillonne et continue d'attaquer en augmentant la force de son poing. Le type à la veste jaune crée un bouclier avec son énergie magique. Dante Cloa lui fonce dessus de toutes ses forces et le frappe du poing. Le type aux cheveux bleus regarde son adversaire droit dans les yeux. Dante Cloa répond en regardant dans les yeux du type à la veste jaune. Tous deux brillent de 1000 feux. Suite à la collision entre le bouclier et le poing, les deux hommes sont projetés dans différentes directions, loin l'un de l'autre, par l'explosion. Certains spectateurs dans la foule pensent que les deux hommes devraient être séparés. Quelqu'un lui demande, surpris, s'il ne sait pas qui ils sont. Dante Cloa, le visage marqué d'une cicatrice, vient d'un endroit appelé Baran, où vivent des esclaves et des bandits. C'est là qu'il a pu se faire un nom. Le type aux cheveux bleus s'appelle Roy Ezuford. Il est devenu célèbre en tant que surhomme sur le territoire de Darnell. Un gars demande à un autre gars comment il les connaît si bien. Le gars rigole et pense que les puissants ont besoin de connaître les puissants de vue pour savoir avec qui être amis. Quelque chose sur le côté les distrait du dialogue et ils dirigent leur regard interrogateur dans cette direction. Devant eux, ils remarquent le même homme en veste gris foncé avec une cicatrice sur la joue. Ils se demandent par de qui il s'agit. Dante Cloa est furieux. Il traite son adversaire de bâtard alors qu'il ne fait pas attention. Roy Ezuford ne répond pas à ses attaques. Il se contente de se défendre. Il pense que son adversaire ne connaît pas son self-control. Un grand brun vêtu d'une veste gris foncé s'interpose entre Dante Cloa et Roy Ezuford. Il saisit le poignet de Roy avec l'une de ses mains. Le type ne sait pas pourquoi il fait cela. Il fait ensuite la même chose à Dante Cloa. Les deux hommes sont surpris. Le type à la veste gris foncé a l'air très fort et tendu. Ses yeux sont en feu. Il jette les gars en l'air d'un seul mouvement et les disperse sur différents côtés. Dante Cloa et Roy Ezuford parviennent à retomber sur leurs pieds après ce retournement de situation. Ils ont été projetés assez loin. C'est la première fois qu'ils voient ce gorille en veste grise. Dante Cloa pense que tout le monde est dans le coup. L'homme aux cheveux noirs et à la veste grise pense que les gars devraient avoir honte de leur comportement car ils sont candidats à l'adhésion. Ses yeux s'illuminent de bleu et le symbole sur son bras est devenu visible. Il les fera cesser s'ils ne le font pas eux-mêmes. Dante Cloa est furieux et pense que les deux hommes sont déterminés à l'énerver. Roy Ezuford montre sa main avec le symbole et rit. Il propose de déterminer qui est le plus fort. Von Erasil et le médecin observent la scène depuis la fenêtre. Le médecin soupire car Dante Cloa n'est sorti de l'hôpital que récemment. Le chaman aux cheveux noirs et aux perles pense à séparer les garçons. Le docteur l'assure de ne pas s'inquiéter. Cela arrive tout le temps. Hasenkater suppose que s'il continue, quelqu'un se présentera bientôt. Von Erasil ne sait pas de qui il parle. Le crâne d'un oiseau a des plumes rouges qui pendent dans le dos. On dirait qu'il a des yeux et qu'il brûle de la même couleur bleu vif. Dante Cloa et Roy Ezuford retiennent l'énergie magique dans leurs mains et se préparent à être attaqués par le type à la veste grise. Tout se passe sur la même place, devant le bâtiment de l'association. Quelqu'un crée des chaînes magiques qui sont dirigées vers les gars pour les retenir et les immobiliser. Dante Cloa n'a pas le temps de réagir et se retrouve pris dans ces chaînes. Roy Ezuford est très surpris, mais tombe dans le même piège, ce qui fait qu'il reste enchaîné. Le type à la veste grise est également pris dans les chaînes, ne peut s'en libérer et ne comprend pas d'où elles viennent. Un homme en bottes noires apparaît et lui ordonne d'arrêter immédiatement, car il ne tolérera pas de manquement à la discipline. Il enchaîne également les deux hommes. Un homme portant des boucles d'oreilles en or, avec un bâton dans les mains et le même symbole sur le bras, s'insurge contre le caractère des autres hommes. Il a les cheveux gris, et sur son bâton se trouve le même crâne d'oiseau aux yeux brûlants. Des insignes sont accrochés à sa veste. Ce type observe la scène et soupire pensivement.
À côté de lui se tiennent deux autres hommes portant des vestes similaires auxquelles sont accrochés des insignes de service. Il est frustré parce qu'il espérait que cette fois-ci, il s'agirait d'hommes calmes, mais il s'est trompé. Un homme aux cheveux gris tient fermement son bâton dans les mains et demande aux hommes impliqués dans l'altercation s'ils veulent sortir avant l'examen. Les badauds, qui ont observé toute la situation depuis les coulisses, discutent de cette compagnie de trois hommes. Ils portent des uniformes, ce qui signifie qu'ils sont des chamans au sein de l'association et qu'ils ont donc pu mettre trois d'entre eux à terre d'un seul coup. Dante Cloy, Roy Essufort et le type à la veste grise se regardent entre eux et se rendent compte qu'ils ont été frappés de plein fouet. L'un des partenaires du chaman armé d'un bâton dit à quelqu'un sur la radio que le carré B est dégagé. L'homme aux cheveux gris dit au badaud d'arrêter de regarder parce que ce n'est pas drôle et exige qu'il se disperse. Il est extrêmement déçu et se couvre un œil de la main pour montrer qu'il est fatigué de ces incidents. Son partenaire l'interpelle par derrière. Le chaman se retourne pour voir ce qui s'est encore passé. Son partenaire l'informe qu'un rapport est arrivé. Un dialogue s'engage entre eux et l'homme au bâton clarifie ce qu'il a entendu. L'homme au bâton demande à son partenaire si c'est encore lui ou si elle a disparu. Il répond qu'on lui a demandé si elle avait été vue ici. Bien qu'elle soit devenue commandante, son comportement est le même. Le type aux cheveux gris pense qu'il faut envoyer les gars à sa recherche. Il a l'air de s'en moquer. Le partenaire expire bruyamment et pense qu'elle doit s'amuser quelque part. L'homme au bâton affiche une expression agacée sur son visage. La fille aux cheveux blancs courts porte une veste rose et une capuche. Elle se tient devant la porte de la chambre numéro 201 et réfléchit à quelque chose. Il y a deux interrupteurs à côté de la porte. On frappe à la porte. Essenkater et Von Eracil prêtent attention à ce coup et sont surpris que quelqu'un soit venu. Le médecin est un peu surpris car on lui a dit que Von Eracil recevrait des visiteurs, mais pas maintenant. Il n'a pas le temps de se demander qui se trouve derrière la porte, mais celle-ci s'ouvre immédiatement. Une jeune fille aux cheveux blancs l'informe qu'elle savait que le docteur était là. Il s'agit de la même fille de la 5e équipe du quartier général de l'Association des chamans de l'État. Elle fait une grimace de satisfaction, heureuse de revoir l'oncle Hazen. Le docteur est surpris de la voir ici et lui demande d'où elle vient. Elle ne s'attend pas à cette réponse et demande si elle a le droit d'être ici. Von Eracil se tient derrière elle et observe la situation avec intérêt. La femme à la veste rose, aux cheveux blancs et aux yeux violets, est un peu troublée et agréablement surprise de voir Von Eracil ici. Elle ignore le médecin et se dirige directement vers le chaman aux cheveux noirs. Elle vérifie auprès de lui s'il s'agit bien du fameux garçon. Le fameux garçon qui a attrapé le sorcier dans le train ce matin. Il lui présente son nom, Von Eracil, et lui demande qui elle est. Elle saisit sa capuche à deux mains et s'apprête à l'enlever. Elle n'est plus en uniforme, il est donc difficile de la reconnaître. Elle enlève sa capuche et se couvre les yeux avec satisfaction. Elle s'appelle Sol Einar et elle est la commandante de la 5e escouade et du quartier général de l'association. Sol Einar est venu juste pour le rencontrer avant l'examen. Von Eracil s'enfonce dans ses pensées et commence à raisonner. Il pense au fait que l'association existe non seulement grâce aux vétérans de son métier, mais aussi grâce aux jeunes chamans forts. Chacun d'entre eux est capable d'abattre des centaines d'adversaires à lui tout seul. Il la regarde et se demande si elle est vraiment l'une d'entre eux. Elle le regarde avec un air d'incompréhension et sourit légèrement. Essenkater appelle la jeune fille par derrière et lui rappelle qu'il lui a demandé de rapporter la visite plus tôt. Elle doit se souvenir de sa nouvelle position et ne peut pas aller où elle veut. Sol Einar se tourne vers le médecin et le regarde d'un air critique. Elle précise qu'elle est désormais plus gradée et qu'elle n'a pas besoin d'être sermonnée. Elle demande également des nouvelles des autres cadets qui ont été blessés. Le médecin indique qu'un garçon s'est rétabli et a déjà reçu son congé, tandis que l'autre cadet doit rester allongé pendant une semaine. Les blessures d'Anne Grace sont trop graves et il ne peut rien y faire. L'examen de demain devra être manqué. Et Von Eracil, qui se tient à côté d'elle, est lui aussi complètement rétabli. Il a l'air d'être mal à l'aise. Séol précise ce qu'elle a fait. Sans attendre la réponse du médecin, elle se tourne vers le type aux perles et lui dit qu'il a l'air en pleine forme. Elle frappe légèrement du poing la poitrine du jeune homme aux cheveux noirs et l'informe que l'examen sera difficile. Il doit être vigilant.
Von Eracil se tient debout dans ses pantoufles d'hôpital, tenant également la jambe de perfusion. Séol est sûr qu'après l'incident dans le train, des rumeurs se sont répandues à son sujet parmi les garçons. Beaucoup d'entre eux pourraient en se montrer très hostiles ou douter de ses pouvoirs. Sol Einar se couvre les yeux pensivement et doute que quelqu'un ose l'attaquer pendant l'examen. Mais il y aura beaucoup de monde, alors il faut être prudent. Hezenkater ne comprend pas pourquoi la fille fait peur aux malades. Elle en rigole. Elle voulait juste partager son expérience. Von Eracil écoute tout ce dialogue et se tapote pensivement la joue avec son doigt. Le docteur se dit qu'il se débrouillera tout seul. La journée se termine par un coucher de soleil que l'on aperçoit depuis la fenêtre de l'hôpital. La nuit tombe et les étoiles du ciel nocturne sont visibles à travers la fenêtre. Von Eracil est allongé sur le lit d'hôpital et tient ses perles avec ses mains. Il pense à quelque chose. Il pense qu'il s'est passé trop de choses dans la journée. Il a involontairement attiré l'attention de tant de gens. Il regrette d'avoir trop utilisé son pouvoir ces derniers temps. Il faut qu'il s'abstienne de l'utiliser pendant un certain temps. Le chaman aux cheveux noirs pense à la commandante qu'il a rencontrée aujourd'hui. Soli Einar dégageait une énergie étrange. Il lui semble qu'elle est l'une d'entre elles. Il se sent surmené. Il ferme les yeux et pense au fait qu'il n'a qu'un seul objectif. Von Eracil l'atteindra par tous les moyens. Sur la porte blanche de la chambre est accroché le chiffre 201. Von Eracil ouvre la porte et sort de la chambre numéro 201. Il se frotte la nuque avec la main et se rend compte qu'il ne peut pas dormir. Von Eracil s'apprête à aller se promener. Il tombe sur des cadets blessés de l'association des chamans. Angras se réjouit que son camarade se soit contenté de simples remarques. Dante Cloy pense qu'il faut ramener Roy Ezuford sur Terre, il a trop de tempérament. Ils remarquent que Von Eracil se tient à proximité et sont surpris de le voir. Il se retourne vers eux et réalise qu'il les a vus dans le même train. Dante Cloy n'est pas très heureux de cette rencontre et affiche une expression de mécontentement. Il se retourne pour partir. Anne Grace ne comprend pas vraiment pourquoi il fait cela, mais elle est d'accord avec lui. La jeune fille est contrariée par quelque chose et baisse la tête. Dante Cloy sourit au fond Eracil. Il interpelle le type aux perles en lui adressant un salut dédaigneux. Dante Cloy prétexte que s'il n'avait pas été pris au dépourvu, il aurait attrapé tous les bandits lui-même, que Von Eracil ne pense pas qu'il leur a sauvé la vie. Dante Cloy demande au type aux cheveux noirs de ne pas mourir entre les mains d'étrangers. Il l'achèvera lui-même. Von Eracil regarde Dante Cloy avec intérêt et attend de voir ce qu'il va dire. Dante Cloy est sérieux et dit agressivement à Von Eracil qu'il l'achèvera lui-même. Anne Grace se tient à côté de Von Eracil, excitée par ce que vient de dire Dante Cloy. La jeune fille jette un coup d'œil anxieux vers le chaman aux cheveux noirs et aux perles. Un silence gênant s'ensuit et elle se sent mal à l'aise. Il fait nuit dehors. Des lanternes sont accrochées au bâtiment, brûlant vivement et éclairant bien l'espace. Von Eracil et Anne Grace s'assoient sur un banc de la rue et discutent. Elle est surprise qu'il soit allongé dans la pièce voisine. Elle est bouleversée par le fait qu'il lui a sauvé la vie et qu'elle ne le voit que maintenant. Ils font connaissance et elle se présente sous le nom d'Anna et l'autre cadet s'appelle Dante. Le cadet répond à son tour qu'il s'appelle Von. Anna lui est très reconnaissante, même si elle ne savait pas qu'elle voyageait dans le même train que cet homme très célèbre. Von Eracil ricane maladroitement et détourne le regard. Anna pense que Von est très fier, mais elle prend la défense de Dante et dit qu'il n'est pas vraiment comme ça. C'est juste qu'il s'est fait beaucoup gronder à cause de l'incident du train. Et Von Eracil n'est pas contrarié par son comportement. Von Eracil se tourne vers la jeune fille et lui demande comment elle se sent. Elle se lève et montre sa jambe bandée. Le médecin s'est montré compétent, mais elle ne sera pas complètement rétablie avant quelques jours. Von Eracil se demande ce qu'elle pense de l'examen de demain. Anna lève pensivement la tête et dit qu'elle s'en fiche, qu'elle aurait échoué de toute façon. Anna détourne maladroitement le regard en évoquant la bagarre avec le monstre dans le train. Elle admet qu'à l'avenir, elle ne sera plus capable de battre un tel monstre. Elle rit de ce qu'elle vient de dire. Si Dante entendait ces paroles, elle aurait des ennuis. Von Eracil écoute attentivement la jeune fille, mais ne montre aucune émotion. Il se détourne d'elle, regarde devant lui et demande très sérieusement ce qu'il en est. Von Eracil donne son avis. Ce qui s'est passé n'a pas d'importance. Tu as quand même protégé des gens, après tout. Au bout du compte, personne n'est mort.
Anna est très surprise d'entendre cette réponse. Von Erasil garde son sérieux. Il a tranquillement remporté la victoire uniquement parce qu'elle et Dante ont combattu ce monstre. Il a dépensé beaucoup d'énergie. Anna l'écoute sans émotion, mais avec intérêt. Il ne veut pas qu'elle s'en veuille. Ils sont tous deux en train de devenir des chamans. Anna Grace, après avoir écouté Von Erasil parler, lui adresse un léger sourire du coin des lèvres en guise de réponse. Elle rit de ce qu'il dit. Il doit la prendre pour